Voilà, j'ai terminé ma vie professionnelle il y a 7-8 ans et j'ai souhaité en faire une petite synthèse sous la forme de feuilles que j'ai écrites manuscritement, on va dire. J'y ai joint quelques photos et des dessins de cartes où j'ai positionné les différents projets sur lesquels j'ai travaillé. Et ils sont classés, on va dire, géométriquement. Ils sont aussi classés ensuite par type d'activité. Et enfin, il y a une vingtaine de petites feuilles sur des projets qui m'ont particulièrement tenu à cœur. Donc j'ai intitulé ça Postscriptum. C'est l'histoire de 40 ans d'acoustique depuis 1978 jusqu'à 2018, date où j'ai pris ma pension. Ça commence en 1978, j'entame en octobre, j'entame ma dernière année d'études d'ingénieur et je dois choisir un travail de fin d'études. J'ai donc choisi l'option construction civile, mais les mémoires qui me sont proposés aux étudiants de dernière année me plaisent moyennement. Je trouve un sujet qui est proposé par un professeur d'acoustique, Jean Ebeni, qui propose un sujet sur l'acoustique aux physiciens. Je ne suis pas physicien, mais bon, ça m'intéresse éventuellement de faire ce travail. Je vais le trouver, on discute, le courant passe bien entre nous. Et à la fin, il me dit, écoutez, si vous voulez faire ce sujet, moi, il n'y a pas de problème. Je vous épaulerai si vous avez des petits problèmes techniques ou scientifiques. Et donc, me voilà lancé dans l'acoustique à la dernière année de mon diplôme d'ingénieur. Au sortir avec mon diplôme, donc, je cherche du travail dans ce domaine dans lequel j'ai fait ce mémoire. Et il n'y a pas beaucoup de bureaux d'études acoustiques en Belgique. Je reçois quand même une proposition de la maison mère de l'un d'eux, qui est située à Nijmegen, aux Pays-Bas. Et ils me proposent de venir travailler chez eux pendant 1 an, avec la perspective de revenir éventuellement en Belgique au bout de cette année. Une année chez eux pour apprendre comment ils travaillent, aussi pour apprendre le métier d'acousticien. Et ça se passe très bien. Au bout d'1 an, le patron me demande de venir dans son bureau. Et il me dit, meneer Lauwers, we zijn echt tevreden van het werk die u bij ons hebt gedaan. Et on vous propose de poursuivre votre activité dans notre entreprise ici en Hollande. Alors je dis, mais vous savez, moi je n'avais pas du tout envisagé de venir travailler en Hollande. Je m'intègre bien au niveau professionnel avec toutes les personnes autour de moi, mais je ne me vois pas vivre ici à Nijmegen, faire ma vie ici, ce sera trop différent pour moi. Je souhaiterais revenir à Bruxelles. Il me dit non, ça c'est pas possible, on ferme le bureau de Bruxelles. Je dis zut, alors je dis je vais devoir chercher du travail ailleurs, alors voilà. Et puis le lendemain, il vient me voir, il dit monsieur Lauwers, venez dans mon bureau. Voilà, on a discuté avec la direction et on vous propose d'aller travailler éventuellement. Le bureau de Bruxelles, il va être fermé. Mais on vous propose d'aller travailler à Paris. On vient d'ouvrir un bureau, là, où on a terminé un gros projet parisien. Et vous êtes jeune, vous avez 24 ans, mais on a confiance en vous. Et on vous propose d'aller travailler là-bas, à Paris, pour essayer de développer le bureau. Bon, j'hésite, puis je me dis, Paris, quand même, c'est pas mal. La France, ça peut être bien. Et donc, me voilà parti en 81 en France, à Paris. Et je n'ai pas prévu, je n'aurais pas prévu que j'allais y travailler 40 ans en France.
Et au cours de ces années, j'ai travaillé un petit peu partout en France et au bout d'une quinzaine d'années, la société qui m'employait à l'époque ferme son bureau et je décide que j'ai eu assez d'expérience maintenant et je décide de créer mon bureau d'études avec 2 autres ingénieurs qui travaillaient avec moi dans la même société qui a fermé. Et nous créons notre bureau d'études à Pédance en 1993. Nous avons tous les 3 des profils vraiment différents. Nous sommes très différents l'un l'autre, les uns des autres, mais on s'est toujours bien entendu. Avec l'un d'eux, Alain, on développe une activité environnement, bruit dans l'environnement. On travaille dans beaucoup de projets routiers, de projets ferroviaires, que ce soit en France, en Île-de-France ou à Paris. Les bruits ferroviaires avec une composante en plus qui est les nuisances vibratoires générées par les passages de train sur les rails, ce que l'on n'a pas avec les automobiles qui sont sur pneus et qui amortissent les vibrations. Mais donc l'activité ferroviaire se développe bien aussi. Ça c'est avec Alain, un de mes associés. Avec Hamid, on essaie de développer l'activité industrielle. Et notamment, on est aidé par le service études et recherche d'EDF, la DER, et qui a besoin de développer des activités de diagnostic vibratoire de machines, notamment pour les centrales nucléaires, où les grosses machines sont souvent positionnées dans des zones radioactives, où il est très difficile, voire impossible d'accéder pour y faire des mesures. Et donc, le diagnostic vibratoire fait à une certaine distance de ces machines permet de trouver des défauts éventuels et de résoudre, d'apporter des solutions. Donc, on met au point avec EDF et avec le soutien d'EDF des méthodes de diagnostic des grosses pompes, des grosses turbines qu'il y a dans les centrales électriques. Et en particulier dans toutes les centrales nucléaires. On travaille pendant au moins 20 ans, on a travaillé dans toutes les centrales nucléaires de France. Avec succès, on a donc eu des contrats renouvelés tous les 3 ans. Et un beau jour, chez EDF, il y a des ingénieurs de grands groupes papetiers qui arrivent de Arjowiggins, un groupe papetier de Scandinavie, qui vient et qui implante, ils ont implanté une grosse usine de papier, de fabrication de papier à Golbet, près d'Épinal, dans les Vosges. Et ils ont beaucoup de problèmes de vibration aussi sur leur grosse chaîne de fabrication de papier. Il faut savoir que les bancs de production de papier, ce sont des rouleaux qui font 1 mètre de diamètre, une dizaine de mètres de long, et qui tournent et sur lesquels défilent des papiers. Il faut vraiment que le roulement de ces tonneaux soit très très précis, très très stable, pour avoir un papier de la qualité technique voulue et pour éviter aussi les usures des différentes pièces. Donc, ils viennent voir EDF et ils leur demandent si EDF peut les aider. Ils ont dit non, nous on ne travaille pas pour l'extérieur, mais allez voir un pédant, ils pourront peut-être vous aider. Et nous voilà entrés dans le monde de la papeterie. On y travaillera aussi pendant 15-20 ans, en France, mais aussi on ira en Autriche et même au Brésil et au Canada dans des papeteries pour résoudre les problèmes que tous ces groupes papetiers avaient. Et donc voilà un autre secteur qui se développe bien pour nous. Rebelote, les ingénieurs de McLaren viennent voir EDF et posent la même question que les papetiers. Vous avez des méthodes de diagnostic vibratoire qui fonctionnent bien. Est-ce que vous pouvez nous aider dans le cadre de la mise au point de nos prototypes de Formule 1 et de nos prototypes de Formule 1 pour McLaren? Et nous avons besoin de trouver des solutions les plus efficaces quand on a un nouveau moteur qu'il faut poser sur un châssis
ou quand on a un nouveau châssis, il faut qu'on adapte chaque fois ces moteurs sur ces châssis qui sont toujours différents. Il faut que ça fonctionne le mieux possible. Est-ce que vous pouvez nous aider? EDF dit allez voir Impédance. Donc on voit McLaren qui vient nous voir. On fait quelques essais à Silverstone. Et bon, ça marche, on leur apporte vraiment des outils et des résolutions de problèmes dont ils avaient besoin. Et nous voilà à développer une autre activité, celle de l'automobile sportive, qui est très très différente de l'automobile grand public. L'automobile sportive, ce sont des prototypes, comme je le disais, qui évoluent sans cesse et où il faut en plus avoir une réactivité très rapide pour répondre aux besoins de tous ces gens. Les ingénieurs se connaissent tous entre les différentes écuries, et voilà qu'on travaille après pour Ferrari. On fait beaucoup de mesures sur le circuit de Dino et Enzo Ferrari en Italie, en France aussi pour Renault F1, et puis Renault Sport pour les voitures de rallye. On travaille beaucoup au circuit de Magny-Cours avec des essais. Et puis, petit à petit, on implante des petits boîtiers sur les voitures et lorsqu'il y a un Grand Prix qui a lieu, après, on nous envoie les résultats des mesures de ces boîtiers et on nous dit, voilà, il y a eu plus ou moins tel ou tel problème en course, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ce problème? Et nous, on doit réagir dans les 48 heures pour donner les résultats des analyses et les solutions. Et ça convient très bien à tous ces écuries. Et nous voilà aussi encore un nouveau secteur pour nous de travail et qui durera aussi une bonne quinzaine d'années. Donc voilà un petit peu le fer de lance de nos activités industrielles. On travaille aussi dans d'autres secteurs plus communs, on va dire, par exemple le secteur de l'eau, qui est un secteur stratégique avec la distribution d'eau potable pour les populations, les usines de traitement des eaux usées, tout ça c'est quelque chose de très très important qui doit être sécurisé d'une part par rapport aux problèmes de sécurité. Et donc on travaille aussi beaucoup dans toute la France, dans toute la région parisienne, sur les stations d'épuration, sur les pompes de distribution d'eau, etc. Donc voilà pour l'activité industrielle. Moi, j'ai plutôt une fibre bâtiment, donc je développe aussi l'activité bâtiment, en particulier ce qui est la vitrine de notre profession, c'est toute l'acoustique des grandes salles, des salles de concert, des salles de spectacle. Donc on développe aussi l'activité des salles de spectacle en France, comme par exemple le théâtre d'Arras, qui est un chouette petit projet que j'ai assuré personnellement pendant 3-4 ans, dans le milieu des années 2000. La Cité des Congrès de Nantes, qui est un projet difficile parce qu'il y a eu un changement de municipalité au milieu du projet. La nouvelle municipalité avait, en étant dans l'opposition, tapé sur le projet qui était trop grand, trop complexe, trop coûteux pour une municipalité comme Nantes. Et donc elle hérite après de ce projet en cours et ça se passe un peu difficilement avec les hommes politiques de Nantes. Mais on arrive au bout du projet avec l'architecte Yves Lyon, avec qui je travaillerai encore de nombreuses années, qui m'emmènera dans un de mes derniers projets à Paris sur le musée de l'économie et de la monnaie, qui a ouvert en 2024 d'ailleurs, et où je ne suis pas encore allé. Et il m'emmènera aussi à l'étranger, une école française en Syrie, à Damas, dont je ne sais pas trop dans quel état elle est aujourd'hui. Il m'amène aussi en Arabie. On a travaillé sur tout le quartier Jabal Omar autour de la Mecque avec lui. Donc c'est un architecte qui travaille beaucoup à l'étranger, avec qui je me suis toujours bien entendu. Et ça nous a amené aussi beaucoup de travail. Et puis, le clou de ce secteur d'activité des salles, c'est la salle Pleyel, sur laquelle je vais travailler entre 2008 et 2009. C'est un projet bien sûr prestigieux au niveau parisien, mais qui a eu de gros problèmes de nuisances sonores par rapport au voisinage et qui a fermé une année ou deux avant.
le bâtiment a été racheté par un nouveau propriétaire privé qui demande à Bouygues de faire une restauration de cette salle. Ça a lieu donc, je dis, en 2008-2009, avec comme contrainte d'essayer de limiter les nuisances pour le voisinage. Donc la salle est située dans les beaux quartiers de Paris, avec un environnement un peu exigeant, on va dire. Mais ça se passe bien. On avait déjà travaillé un petit peu pour Bouygues, pour Vinci auparavant, mais le fait de réussir ce projet médiatique dont on parle beaucoup, ça nous met dans la top liste des bureaux d'études acoustiques pour les grands groupes de bâtiments en France, Bouygues, Vinci, Eiffage, ça nous apporte énormément de travail. On est à l'époque, le plus gros bureau d'études acoustiques indépendant de France. On a 30 personnes, donc il faut arriver à trouver du travail régulier pour alimenter tout ça. Mais bon, ça va, on est content. On décide quand même de mettre un peu le frein parce que sinon on ne sait pas où ça va nous mener. Mais bon, on travaille dans, par exemple, les conservatoires de musique, qui est aussi un secteur important pour les acousticiens. On travaille notamment sur les 2 grands conservatoires nationaux supérieurs de musique, celui de Lyon, qui est Chauveau, dans l'ancienne école vétérinaire, et puis celui de Paris, qu'on appelle aujourd'hui la Cité de la musique, dont j'ai assuré toute la maîtrise d'œuvre des travaux aussi, au niveau acoustique, bien sûr. Et c'est l'époque où se développent en France et en Europe les solutions acoustiques à base de plaques de plâtre. En Belgique, on appelle ça Gyproc. En France, on appelle ça Placo. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça Rigips. Et c'est une période où des solutions acoustiques se développent à la base de ces matériaux en plaques de plâtre qui présentent certains avantages, ceux d'être léger, et donc dans des bâtiments existants, ça n'apporte pas trop de charge sur les planchers existants. Ça présente aussi quelques inconvénients, donc, notamment dans les basses fréquences, où ce n'est pas forcément une solution toujours parfaite. Mais on travaille beaucoup pour avec ce type de solution, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs encore. Alors après, on travaille bien sûr aussi pour des bâtiments plus classiques, des bâtiments d'enseignement. On a beaucoup de projets dans toute la France, en Île-de-France, à Paris. On travaille pour des musées aussi, notamment le musée La Piscine à Roubaix avec l'architecte Jean-Paul Philippon, avec qui je travaillerai sur beaucoup de projets. C'est l'architecte qui avait assuré la rénovation du musée d'Orsay avant. On travaille beaucoup pour les hôpitaux aussi dans toute la France, à Paris, en Île-de-France. Et puis, le fait de travailler pour les grands groupes du bâtiment français, Bouygues, Vinci, ça nous ouvre aussi les portes de projets privés d'envergure, comme la rénovation de tous les palaces parisiens pour répondre aux besoins, aux exigences de la clientèle super riche. Je pense à l'hôtel Georges V, le Crillon, le Shangri-La, le Ritz, l'hôtel Bristol, l'hôtel Intercontinental Opéra. Tous ces grands hôtels parisiens ont tous été rénovés à cette période et on en a assuré la plupart. Les bâtiments de bureaux, nous travaillons notamment au quartier de la Défense. Et puis, il y a un secteur d'activité où j'ai beaucoup aimé travailler, c'est pour les architectes qui font partie de ce qu'on appelle l'architecture déconstructiviste. Le plus emblématique de ces architectes, c'est Frank Gehry, le plus connu, architecte américain qui vient de mourir il y a quelques mois ou quelques années maintenant, quelques mois je dirais. Et donc j'ai pu travailler pour lui, pour notamment la fondation Luma à Arles, qui est un bâtiment de type muséal, et puis pour un projet de logement à Londres, projet Battersea, qui était la réhabilitation d'une ancienne centrale électrique londonienne. Les Anglais sont très très forts pour réhabiliter tous les bâtiments industriels, notamment on connaît la Tate Modern,
aussi dans une ancienne centrale électrique. On connaît la réhabilitation de tous les docks le long de la Tamise par tous ces architectes anglais très prestigieux et très compétents. Et j'ai aussi pu travailler sur une autre architecte très très emblématique qui est morte assez jeune. C'est Zaha Hadid qui a eu le prix Pritzker de l'architecture, je ne sais plus en quelle année, qui est une architecte vraiment très très créatrice, qui a notamment fait à Anvers le magnifique paquebot blanc qui surplombe la capitainerie du port. Je n'ai pas pu travailler sur ce projet-là, mais j'ai travaillé pour elle sur un projet de bureau, un projet tertiaire à Montpellier. Bon, elle a vraiment des solutions architecturales très très particulières, très très spécifiques, très très innovantes, je dirais. Et travailler pour ces gens m'a introduit un peu dans ce mode d'architecture qui m'a beaucoup intéressé. L'architecture déconstructiviste, elle apporte un point positif pour l'acoustique avec l'imbriquement de tous ces volumes. Ça crée à l'intérieur un champ sonore très très homogène, très très agréable et très très favorable à la bonne acoustique. Par contre, présente aussi certaines complexités techniques pour bien trouver les solutions aux interfaces entre tous ces mini-volumes de bâtiments. Et puis, ben voilà, alors pour terminer ce petit aperçu de mes activités, je terminerai par un lieu où j'ai travaillé pendant près de 25 ans, c'est le domaine du château de Versailles. Je travaille une première fois avec l'architecte en chef du château de Versailles, Frédéric Didier, qui a été nommé architecte en chef de Versailles et architecte en chef des monuments historiques à 26 ans. C'est le plus jeune architecte qui ait jamais été nommé à ce poste. Il a été nommé dans fin des années 80 et me voilà en train, au milieu des années 90, travailler avec lui sur le centre de musique baroque. C'est un centre de musique baroque, comme son nom l'indique, qui est aménagé à Versailles, à un petit kilomètre du château, mais toujours dans l'emprise du domaine de Versailles, dans un bâtiment qui s'appelle pudiquement l'Hôtel des menus plaisirs du roi, qui abritait les prostituées de la cour de Louis XIV à l'époque. Et donc on y a fait dans ce bâtiment le centre de musique baroque, qui est aujourd'hui un des centres les plus reconnus au monde pour ce type de musique. J'ai aussi travaillé pour d'autres projets, pour Frédéric Didier bien sûr. Il m'a inclus dans presque une dizaine de projets de rénovation du château, du domaine. Et pour un des derniers, c'est le réaménagement du Grand Contrôle. Le Grand Contrôle, c'était à l'époque le service comptabilité du roi, de la royauté, qui gérait les dépenses de tout le château. Et aujourd'hui, ce bâtiment, qui est aussi un petit peu en dehors du château, qui est situé à proximité du potager du roi et du grand escalier qui est juste à côté du potager du roi. Et ce bâtiment a été restauré en hôtel de luxe et en restaurant tenu par le cuisinier multi-étoilé Alain Ducasse. Et donc Frédéric Didier m'a toujours fait confiance, il m'a dit un jour, j'ai dit mais pourquoi est-ce que vous me faites travailler sur ce petit projet-là? J'ai dit parce que bon, qu'est-ce que je peux vous apporter? Alors il m'a dit, Monsieur Louers, pour vous, quand j'aurai un projet de rénovation, il y aura toujours un petit budget pour vos études, parce que vous êtes quelqu'un qui m'a toujours apporté une solution originale à laquelle je ne m'attendais pas. Et donc rassurez-vous, dès que j'aurai un projet de rénovation, il y aura toujours quelque chose pour vous. C'était une marque de confiance qui m'a beaucoup touché. C'était vers la fin de ma carrière. Je ne savais pas encore que j'allais partir. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce parcours professionnel.
Et quand je suis parti, avec mes deux collègues, mes deux associés, Hamid qui est donc musulman kabyle d'Algérie et Alain qui est juif d'Europe centrale, enfin d'origine Europe centrale, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'était bien quand même ce qu'on a fait ensemble. Et on a tous les trois dit la chose la plus importante, c'est quand même notre amitié professionnelle. On n'est pas amis, mais l'amitié professionnelle qu'on a eue tous les trois pendant 25 ans. On a travaillé en confiance, en respectant les différences des uns et des autres. Et c'est ça qui a vraiment été le succès de mon activité professionnelle. J'en parle encore avec un petit peu d'émotion.